Ce qui est déjà protocolisé et que l'on doit appliquer. Les amines se préparent dans du G5. C'est dans du G5 que leur stabilité est optimale et les seringues se conservent ensuite 24 heures maximum. La nutrition parentérale se place en début de rampe pour que les lipides ne se déposent pas dans toute la rampe. Attention aux nombreuses incompatibilités de la nutrition avec beaucoup de médicaments. Les principales IPC sont répertoriées dans chaque office sur la fiche « Supplémentation de la nutrition parentérale par voie centrale en réanimation ». Vous avez le tableau qui récapitule les IPC sur la droite de cette diapositive. Dans la mesure du possible, les produits sanguins labiles doivent se passer sur une voie périphérique. Les PSL sont plus à risque de boucher la voie d'abord. Mieux vaut boucher un cathé périphérique qu'une lumière de cathé central. À part dans l'urgence vitale, les PSL doivent se passer seuls avec du NaCl en dérivation, parce que le G5 hémolyse, c'est-à-dire détruit les globules rouges, à cause d'une modification des conditions d'agglutination. Certains médicaments doivent être protégés de la lumière directe du soleil pour éviter une photodégradation des principes actifs pouvant conduire à une inefficacité du produit. La plupart des médicaments doivent être protégés de la lumière seulement lors du stockage. Par contre, certains doivent l'être au moment de leur administration. Il s'agit de l'Isuprel, de la Micamine, du Lasix quand il est administré sur plus de 12 heures, du Largactil, du Sandimone et du Tibéral. Pas besoin de protéger de la lumière le Fluimicil, ni le Loxène, ni le Burinex. Tous nos patients pratiquement présentent des œdèmes. Ces œdèmes viennent de deux mécanismes. Une hypervolémie primaire, favorisée par le remplissage par exemple, qui conduit à un transfert secondaire d'eau et de sel vers le secteur interstitiel et qui conduit à une hypovolémie secondaire. Notre but étant de préserver ou de rétablir l'état hémodynamique tout en essayant de limiter les œdèmes, il convient de réduire le plus possible les apports hydriques, notamment avec du NaCl. Pourtant, il n'est pas possible de remplacer le NaCl de dilution des médicaments par de l'OPPI en systématique, parce qu'un excès de remplissage non isotonique, le PPI n'est pas isotonique, peut provoquer un phénomène d'hémolyse. Donc, à part pour les patients qui sont déjà en hypernatrémie, nous ne pouvons pas diluer tous les médicaments dans de l'OPPI. Pour limiter les œdèmes, privilégions la voie IVD quand c'est possible. Pour les antibiotiques, face au risque d'allergie, nous continuerons de préférer les passages en IVL, soit dans un flex de 50 cc, soit dans plus selon la prescription. L'idée est de pouvoir arrêter le flex avant que tout le principe actif soit passé en cas de réaction allergique. La voie IVD se fait avec une rinçure avant 5 cc et après 10 cc. Attention aux sédations, attention au bolus, avec le potassium notamment et les amines pour lesquelles ce n'est pas possible. Voici les médicaments que nous pouvons passer en intraveineux direct. J'attire votre attention sur le Solu-Médrol qui peut se passer dans 10 ml jusqu'à 120 mg et l'Aspégique qui peut se passer jusqu'à 1 g dans 10 ml ou 500 mg dans 5 ml. Voici notre nouvelle règle d'or. C'est les choses les plus importantes que vous devez retenir de ce cours. Dès que possible, on changera l'IV pour du Péros. Et sont concernés l'Inexium, le paracétamol et parfois certains antibiotiques. Ce changement se fait sur prescription médicale. Lorsqu'on administre un produit, on doit toujours se poser la question des incompatibilités. Dans la mesure du possible, on pose une voie périphérique pour les produits sanguins labiles ou quand il y a trop de médicaments IV continus. On va répartir les intraveineux intermittents, comme les antibiotiques et les électrolyques, tout au long des 24 heures. Et on privilégiera la voie IVD en rinçant avant et après, dès que c'est possible.